Il y a beaucoup de situations qui peuvent être concernées par l'utilisation, qui pourraient justifier l'utilisation d'un robot pour les bienfaits de la personne en fait. Donc c'est-à-dire pour la reconstruire son identité, la reconstruire en tant qu'individu à part entière de la société. Robotisme, c'est un accompagnement thérapeutique pour des adolescents qui sont atteints d'autisme et qui consiste à utiliser la médiation robotique dans leur accompagnement thérapeutique. Donc l'objectif, c'est de reconsolider en fait leurs interactions avec le monde et de voir comment on peut utiliser l'outil robotique avec lequel ils ont une très grande affinité pour les accompagner dans une meilleure compréhension des outils de communication qu'ils peuvent avoir avec la société. Le premier programme qu'on a lancé, c'était accompagnement thérapeutique par la médiation robotique, qui a été décliné dans les projets robotisme, adressés aux 11-16 ans des adolescents. Robzheimer, qui est adressé aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. Et là, bientôt, robotisme adressé aux 5-8 ans autistes pour les accompagner dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Il y a deux approches aujourd'hui qui peuvent être utilisées avec l'autisme, quand on a un robot avec des jeunes autistes. Il y a soit l'approche d'un robot compagnon, c'est-à-dire le robot est un interlocuteur qui va venir solliciter le jeune en lui demandant, par exemple, il fait faire un exercice type, il y a une pomme, un avion, un bateau, 3 cartes sur une table. Le robot va demander à l'enfant de lui montrer la pomme. L'enfant prend l'image, la met devant la caméra du robot. Donc l'image est identifiée bien sûr par le système informatique du robot. Si c'est correct, il le félicite. Si c'est pas correct, il lui demande de recommencer. Donc ça, c'est un robot face à un enfant. Et le robot est un interlocuteur, donc une machine qui est préprogrammée, dotée d'un caractère, dotée d'intention, celle du programmeur en l'occurrence, et qui va venir solliciter le jeune. Donc nous, on a choisi de ne pas prendre cette approche-là. On s'est plutôt orienté vers la notion d'interaction avec le monde et d'initiative. C'est-à-dire que c'est le jeune qui va programmer le robot et qui va le faire bouger, qui va le faire parler et qui va en fait finalement s'exprimer à travers le robot. Le robot est utilisé réellement comme un outil, c'est-à-dire comme une sorte de prothèse en communication avec le monde. L'enfant va programmer le robot lui-même, il va lui faire dire ce qu'il veut, il va lui faire ce qu'il veut, dans les limites technologiques bien sûr de la machine, de manière à s'exprimer vis-à-vis d'autres personnes, d'autres humains en l'occurrence. Et le fait de s'exprimer par travers le robot, il devient acteur, puisque c'est lui qui programme, et en même temps spectateur, puisqu'il voit le robot parler. Donc ainsi, c'est une double médiation. Donc lui n'intervient pas directement sur le monde, il reste en même temps protégé derrière le robot, puisque les gens qui regardent le robot, les gens avec qui il s'exprime, vont s'adresser au robot et non pas à lui directement. Donc lui reste protégé derrière, un petit peu comme un spectateur. On reconstruit pour les jeunes tout un environnement social, une sorte de micro-société dans laquelle les éléments sont fixes, rigides, on retrouve toujours les mêmes choses, dans toujours les mêmes lieux, avec toujours les mêmes personnes. La rigidité de ce cadre est très importante parce que ça leur permet de se reconstruire complètement, de reconstruire leur environnement et de se localiser eux-mêmes, de s'identifier dans cet environnement. Donc ce qu'on reconstruit avec eux pendant les 20 semaines, c'est leur identification, leur identité même, dans un environnement qui est contraint, qui est donné. Et dans ce cadre hyper rigide, on va pouvoir modifier un ensemble de paramètres. Au niveau de la créativité, en l'occurrence, l'enfant sait qu'il va par exemple travailler en binôme, mais il ne sait pas avec quel binôme, quand il arrive, avec quelle personne, et changer le contenu des exercices, bien sûr. Donc il sait qu'il aura un type d'exercice à faire, mais il ne sait pas exactement quel sera le contenu ou à quoi ce sera appliqué. Donc on peut changer un ensemble de choses à l'intérieur. On a pu observer chez tous ces jeunes, en fait, une meilleure appréhension, finalement, des relations à l'autre. Donc déjà, une meilleure identification du soi, une meilleure identification de l'autre. Et des conversations plus longues, par exemple des temps de concentration plus longs. C'est peut-être le temps de concentration qui est le premier phénomène, en fait, de réparation du lien au monde qui apparaît. On a vu une sociabilisation plus grande, l'expression volontaire, une communication volontaire beaucoup plus importante, un apaisement d'une manière générale, en fait, par rapport aux angoisses qui sont à gérer dans l'ensemble de la vie, c'est-à-dire les angoisses de l'inconnu, la difficulté de gérer des choses qu'on maîtrise mal. Depuis 2014, on a pu voir donc diminution par exemple de l'automutilation. Pour un cas, donc arrêt du mutisme, réduction des comportements miroirs.
Donc tout type de symptômes dont chacun peut souffrir. Après, donc, au niveau des parents, donc, les relations avec les parents sont considérablement améliorées avec la réduction de l'angoisse, hein, ce qui fait que certains parents ont pu reprendre aussi une activité professionnelle. Et au niveau de l'école, donc outre ceux qui ont été tout simplement insérés à l'école, qui n'allaient pas à l'école au préalable, ceux qui étaient déjà en fait, ont considérablement amélioré leurs résultats et leur comportement. Donc pareil, une réduction de la charge par rapport aux enseignants, par rapport à leurs amis, par rapport à l'environnement scolaire qui les entourait. À titre d'exemple, juste sur le groupe de l'année dernière, donc il y avait 6 jeunes qui ont suivi robotisme l'année dernière, il y en a 2 qui ont repris leur scolarité sur les 6. Il y en a un qui se sociabilisait, donc c'était un des jeunes qui n'acceptait pas le contact avec les autres, que ce soit de son âge ou autre, donc il avait des enseignants à domicile, etc. Donc celui-là s'est sociabilisé et accepte maintenant le contact. Il y en a, et les autres, pour tous, on a pu observer en fait que leur rapport avec la société, avec ceux qui les entourent, leur lien en fait, affectif, s'était considérablement amélioré. On arrive à un moment où nos machines vont pouvoir s'affranchir du fonctionnement de la société à notre place. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle, en fait, c'est une bonne nouvelle. Par contre, c'est un changement de paradigme au niveau de la société qui va nous questionner, nous, en tant qu'individus. Notre identité va être questionnée, puisque jusqu'à maintenant, notre identité est intégralement basée sur notre contribution au fonctionnement de la société. Si les machines s'affranchissent du fonctionnement de la société à notre place, donc ce qui est une bonne nouvelle, puisque nous, ça nous retire un certain nombre d'obligations, dans ce cas, comment définissons-nous notre légitimité en tant que membre de la société, puisque ce n'est plus par notre contribution, puisque les machines s'en affranchissent. Qu'est-ce qui fait de nous des membres à part entière de cette société? Ensuite, qu'en est-il du lien social, puisqu'il n'y a plus les contributions par rapport aux membres? Est-ce qu'on continue à parler aux gens ou pas? Et pour quelles raisons? C'est une complémentarité, c'est réellement qu'apporte spécifiquement l'humain, qu'apporte spécifiquement la machine, et comment on concilie les deux pour améliorer en fait, l'ensemble. Toute évolution est potentiellement dangereuse. Après, traverser la rue, c'est dangereux, mais si on apprend à regarder à droite et à gauche avant d'y aller, normalement, ça se passe bien. Là, c'est la même chose. L'outil robotique peut être dangereux et utilisé d'une certaine manière, mais si on arrive à détecter exactement d'où vient le danger et comment s'en affranchir, dans ce cas-là, il n'y a plus de problème. Et c'est ça qu'on cherche à faire en expérimentant finalement. C'est ok, on va expérimenter, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on observe, à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc voilà comment il faudrait utiliser les choses pour que ça se passe bien et que ça apporte réellement un maximum de bienfaits.